Le mandat de la MINUSMA, mission des Nations Unies en République centrafricaine, est prolongé d'un an suite à une résolution adoptée ce jeudi 13 novembre par 14 voix pour et une abstention. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Au Mali, au moins 22 étrangers ont été arrêtés et pris en otage par le JENIM, un mouvement terroriste lié à Al-Qaïda qui opère dans le pays selon un rapport de l'ONG ACLED. Une hausse inquiétante qui pose un problème de sécurité dans ce pays. Les détails à retrouver également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Tchad Info TV pour vous informer. Malgré les réticences américaines, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé jeudi 13 novembre d'un an le mandat des casques bleus en République centrafricaine. Le Conseil a toutefois évoqué une possible réduction de la mission à l'issue du processus électoral en 2026. La résolution a été adoptée par 14 voix pour et une abstention, celle des États-Unis. Le texte étend jusqu'au 15 novembre 2026 la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSCA, déployée en avril 2014 pour tenter de mettre fin à la sanglante guerre civile qui a suivi un coup d'État l'année précédente en Centrafrique contre le président François Bozizé. Dans un contexte de coupe budgétaire américaine forçant l'ONU à réduire de fait le nombre de ses casques bleus déployés dans le monde, le Conseil baisse de façon marginale le plafond des soldats de la MINUSCA, mais souligne sa ferme intention de réévaluer le nombre des personnels après l'achèvement avec succès du processus électoral prévu en 2025 et 2026. Le Conseil appelle dans ce contexte à des discussions en vue d'une réduction de la mission et d'un possible transfert de ces tâches aux autorités centrafricaines et demande au secrétaire général de préparer un rapport à cet effet pour septembre 2026. Quelques 2,3 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 28 décembre prochain pour un quadruple scrutin, selon l'autorité nationale des élections. Mais l'opposition a annoncé son boycott, accusant le pouvoir de verrouiller le processus. Le président Faustin Archange Touadéra est candidat pour un troisième mandat. L'enjeu est bien d'assurer le retour durable de la paix et la sécurité dans le pays. C'est la condition pour permettre par la suite un transfert progressif, ordonné et réussi des responsabilités du maintien de la paix aux autorités nationales, a commenté l'ambassadeur français Jérôme Bonafont en charge de ce dossier au Conseil. Au Mali, jamais les étrangers enlevés par les djihadistes n'ont été aussi nombreux. L'ONG ACLED, qui recense les actes de violence dans les zones de conflit à travers le monde, révèle qu'au moins 22 étrangers ont été capturés et pris en otage par le JENIM lié à Al-Qaïda au cours des 6 derniers mois. Un record triste et douloureux qui éclaire à la fois la situation sécuritaire dans le pays et la stratégie des djihadistes. Entre mai et octobre dernier, ils sont au moins 22, peut-être 26, à avoir été pris en otage par le JENIM au Mali. Des incertitudes demeurent sur certains cas, mais le constat reste le même pour Hini Saïbia, chercheur spécialiste du Sahel à ACLED. C'est presque le double du précédent record de 2022, lorsque 13 étrangers avaient été enlevés. Au cours des 6 derniers mois, le JENIM a capturé des ressortissants chinois, indiens, égyptiens, émiratis, iraniens, serbes, croates et bosniens. Certains ont été libérés, pas tous. L'ONG ACLED indique ne pas disposer d'informations suffisamment précises et recoupées pour communiquer des chiffres sur les libérations. Un flou qui concerne notamment les ressortissants chinois et indiens. Les otages ont généralement été capturés sur des sites industriels ou miniers dans le sud du pays. Les rançons ont toujours constitué une source de financement pour les djihadistes. Fin octobre, au moins 50 millions de dollars ont été versés au JENIM. Là encore, un record en échange d'un otage émirien et de ses accompagnateurs, un Pakistanais et un Indien, avaient été capturés et libérés en même temps que le général émirien. Mais ces enlèvements en nombre s'inscrivent aussi dans la nouvelle stratégie d'étouffement économique du pays. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a appelé le 12 novembre à l'arrêt des livraisons d'armes aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR au Soudan, pays en proie à un conflit qui s'est encore aggravé ces dernières semaines, évoquant une situation effroyable. Le secrétaire d'État américain a estimé que le problème fondamental est que les FSR s'engagent puis ne respectent jamais leurs engagements. Marco Rubio a refusé cependant d'évoquer spécifiquement les Émirats arabes unis, un proche partenaire des États-Unis dans le Golfe qui est accusé par les ONG et les experts de l'ONU de soutenir les FSR. Les FSR ont affirmé la semaine dernière soutenir une proposition internationale de trêve humanitaire, mais ont intensifié leur offensive dans la grande région centrale et stratégique de Kordofan.
Pour le Conseil souverain soudanais par intérim dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan, également chef de l'armée du Soudan, il ne suffit pas aux États-Unis de dénoncer les ingérences étrangères, mais encore faut-il qu'ils stoppent l'ingérence d'Abu Dhabi dans la guerre. Le général al-Burhan a relevé le 11 novembre dernier qu'à la demande de Khartoum, Washington avait organisé récemment une rencontre avec un haut responsable émirien. Il s'agit du cheikh Sakabout Ben Nayan, ministre d'État chargé du renseignement, à qui la délégation soudanaise a remis 21 clés USB contenant des preuves sur l'implication d'Abu Dhabi dans la guerre aux côtés des paramilitaires. La réunion a eu lieu en présence de Massad Boulos, l'envoyé spécial américain pour l'Afrique. Le responsable émirien n'a pas nié, mais il a quitté la réunion sans un mot, affirme le général al-Burhan. Autre révélation, le chef de l'armée soudanaise a confié à l'envoyé spécial américain que sa médiation était avouée à l'échec s'il ne prenait pas en compte la feuille de route du gouvernement soudanais. La chute d'El-Fasher n'affaiblira pas la position de l'État et l'armée va combattre jusqu'à reprendre, lui a-t-il aussi annoncé. En février dernier, le gouvernement soudanais a présenté une feuille de route pour une transition politique au Soudan. Elle promet un dialogue national inclusif avec pour objectif la mise en place d'un gouvernement civil et l'organisation d'élections libres. Condition préalable, le retrait des paramilitaires de toutes les villes et localités qu'ils ont prises. Pour la première fois, un tribunal a condamné ce 13 novembre un homme pour crime de génocide contre les Yézidis, cette minorité kurdophone qui était implantée principalement dans le nord de l'Irak avant de subir les assauts et les persécutions du groupe État islamique à partir d'août 2014. Selon l'ONU, des milliers de femmes et adolescentes ont alors subi viols, enlèvements et traitements inhumains, dont l'esclavage. Des hommes yézidis ont été tués par centaines. Ce procès inédit s'est déroulé à Bruxelles, en Belgique, en l'absence de l'accusé. Si Sami Djedou était absent à son procès en Belgique, c'est parce qu'il était présumé mort en Syrie. Le Pentagone avait annoncé son décès en décembre 2016 lors d'une frappe aérienne à Raqqa. Mais les autorités belges n'en ont jamais eu la preuve formelle. Elles ont décidé de le poursuivre. Cet homme, né en 1989 d'une mère belge et d'un père ivoirien, avait rejoint les rangs du groupe État islamique en 2012. Il était devenu l'un des cadres de la cellule chargée de préparer des attentats en Europe. Pendant 2 ans, entre fin 2014 et fin 2016, Sami Djedou avait séquestré, frappé, violé et contraint à l'esclavage sexuel 3 femmes yézidis. C'est pour ces actes et pour l'attaque généralisée et systématique contre les yézidis à laquelle il a participé avec une brutalité et une violence extrême, selon les mots de la présidente, que la Cour l'a condamné ce 13 novembre pour génocide et crime contre l'humanité, une première en Europe. Un autre procès est prévu à Paris en mars prochain, là aussi d'un djihadiste présumé mort et poursuivi pour génocide. Avant la Belgique, 3 autres pays européens dont l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède avaient traduit en justice et fait condamner des djihadistes pour leur participation aux crimes perpétrés contre cette petite minorité ethno-religieuse et kurdophone. La première ministre italienne Giorgia Meloni a accueilli son homologue albanais à Rome pour le premier sommet officiel intergouvernemental Italie-Albanie. Au cours de ce sommet, une quinzaine d'accords de coopération ont été signés. L'Italie est le principal partenaire commercial de l'Albanie et soutient fortement sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Mais le sujet le plus attendu était celui des centres de rétention et de rapatriement sous juridiction italienne installés en Albanie suite au protocole d'entente de novembre 2023. D'après Giorgia Meloni, ils seront parfaitement opérationnels grâce au pacte migration et asile de l'UE dont l'entrée en vigueur est prévue en juin 2026. Depuis plusieurs mois, plus aucun migrant intercepté en mer par la marine italienne n'est amené par le bateau en Albanie. Seuls quelques hommes adultes faisant l'objet d'un ordre d'expulsion arrivent d'Italie par avion militaire. Le sujet était au centre du premier sommet intergouvernemental entre les 2 pays ce 13 novembre en Italie. L'expérience initiale qui prévoyait la rétention de 36 000 migrants par an en Albanie a échoué en raison des blocages de la justice italienne ou d'arrêt de la Cour de justice européenne et la transformation en Albanie de la structure de Gadjer en centre de rapatriement échoue tout autant. Mais Giorgia Meloni n'en démord pas. Son projet fonctionnera. Nous sommes déterminés à aller de l'avant parce que, de notre point de vue, le protocole a la capacité de modifier le paradigme de la gestion des flux migratoires. Lorsque le pacte européen sur la migration et l'asile entrera en vigueur, les centres fonctionneront certainement
comme ils auraient dû fonctionner au début. Donc effectivement, on aura perdu 2 ans, mais chacun assumera ses propres responsabilités. Visiblement satisfait des accords stipulés avec Rome dans les secteurs de la sécurité, des infrastructures ou encore de l'énergie, le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré qu'il signerait avec l'Italie encore 100 fois le protocole pour l'externalisation des procédures d'asile et d'expulsion des migrants. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.